Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, l'entretien. Monsieur Agad Ibn Achour, merci d'avoir accepté notre invitation à l'entretien de Radio M. Alors, je rappelle très rapidement, vous êtes professeur de droit, vous êtes membre du comité des droits de l'homme des Nations Unies, et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez été président de la haute instance pour la protection des objectifs de la révolution. Enfin, le nom de l'instance est très long, mais je rappelle pour l'histoire que tous les Tunisiens disent l'instance Ben Achour. Donc cette instance a été une sorte de parlement de substitution au moment de la transition entre le départ de Ben Ali et les premières élections démocratiques et pluralistes en octobre 2011. Et donc c'est vous qui avez présidé à la tête de cette instance à l'ensemble du processus qui devait lancer la transition démocratique. Et pour beaucoup en Tunisie, alors aussi bien vos détracteurs que vos soutiens ou vos fans disent que c'est à cause de vous ou grâce à vous que la transition démocratique a aujourd'hui que le processus révolutionnaire, la nature du processus, c'est vous qui l'avez marqué dans cette instance. Alors, est-ce que c'est d'accord? Alors, je vais peut-être... Non, bien sûr, je ne suis pas d'accord. Voilà. D'abord, je préférerais qu'on ne l'appelle pas l'instance ou la commission Ben Achour, parce que c'est trop focalisé sur le président de l'instance qui n'a eu qu'un rôle de coordination et de direction et d'harmonisation des travaux de l'instance. Mais l'instance était une sorte de parlement, peut-être le premier parlement libre de notre pays. Donc je préfère qu'on dise l'instance de la révolution, pour faire court si vous voulez. En fait, son titre exact, c'est l'instance de protection, l'instance de... Oui, protection de réalisation, c'est l'instance de réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. Et en fait, ce titre très long a une signification particulière, c'est qu'on a voulu tenir compte à la fois de la révolution en tant qu'événement historique majeur, de la réforme politique, puisqu'il était question, après la révolution, de réformer, notamment la Constitution, et de la transition démocratique, puisque, après la Révolution, nous sommes entrés dans une période provisoire et intermédiaire qui a duré jusqu'à la Constitution de 2014. Et donc, je préfère qu'on appelle, si vous voulez qu'on fasse court, qu'on appelle cette instance l'instance de la Révolution. Très bien. Alors, maintenant, détracteurs et soutiens, je voudrais d'abord relativiser un petit peu la question. En fait, l'instance a rendu possible l'élection d'une Assemblée nationale constituante. Elle n'est absolument pas responsable des résultats. Alors je ne vois pas ces détracteurs qui, la plupart du temps, n'ont pas le sens des réalités et ne sont surtout très mal informés, comment ils peuvent imputer à l'instance les résultats qui ont précédé les élections de 2011. Les résultats, c'est les électeurs qui les ont donnés, ce n'est pas du tout l'instance. L'instance a préparé le cadre juridique pour qu'il y ait un code électoral, pour qu'il y ait une instance électorale indépendante qui surveille les élections et pour que ces élections puissent avoir lieu. Et elles ont eu lieu. C'était là l'objectif premier de l'instance de la Révolution. Après, ce qui s'est passé par la suite,
que ce soit je le dis pour ceux qui sont pour la victoire des islamistes aux élections et pour ceux également qui sont contre, que l'instance de la révolution n'a rien à voir là-dedans. Ça, c'est le résultat d'une élection libre, la première du pays, la première élection libre du pays. Alors, s'ils veulent s'en prendre à quelque chose ou quelqu'un, c'est à l'électeur qu'il faut s'en prendre et non pas du tout à l'instance. Alors, très bien. Alors, nous sommes ici pour parler donc plutôt de votre livre qui vient de sortir et qui s'appelle, on regarde la couverture, Tunisie, une révolution en pays d'islam. Exact. Alors, première question, à la même période sort un autre livre d'entretien de Arlette Chabot avec le président Belkacem Essebsi qui s'appelle Démocratie en terre d'islam. Donc, et les deux livres, faisant référence à la révolution à 2011, mettent l'islam comme une centralité. Alors que l'on sait que cette révolution en Tunisie n'a jamais été une révolution portée par les islamistes, qu'il n'y a pas eu de mot d'ordre religieux, qu'il n'y a eu... Alors pourquoi est-ce qu'on veut absolument donner à la révolution un caractère renvoyé à des fondements religieux, une révolution qui a priori n'a rien à voir? Absolument. La révolution, dans son jaillissement, si vous voulez, dans ses événements, entre décembre et janvier 2014, effectivement, n'a rien à voir avec le religieux. On peut dire que c'est une révolution, entre guillemets, temporelle. Très, très loin de ce que pourrait être une révolution religieuse, de type iranien, par exemple. Alors, pourquoi, dans les deux cas du livre du président Qaïd Essebsi et le mien, on a mis l'accent sur l'islam? D'abord, je ne suis pas responsable d'un livre qui n'est pas le mien. Mais si, en même temps, paraissent deux livres qui focalisent sur le même thème, c'est-à-dire révolution et islam, c'est qu'il y a une raison profonde, des raisons profondes et non pas une seule. Et ces raisons profondes, à mon sens, sont les suivantes. D'abord, l'idée de révolution est quelque chose d'inédit dans l'histoire du monde musulman. La révolution avec cette connotation positive, la révolution comme facteur de progrès, comme facteur de libération, d'émancipation, etc., c'est quelque chose d'inédit. Les révolutions ont toujours été considérées dans l'histoire des idées, des sociétés islamiques, ont été toujours considérées avec une connotation négative. La révolution, c'est vu toujours sous l'aspect de la zandaqa, par exemple, de la sortie, le khurouj, de la fitna, la discorde. Donc, on a toujours, dans l'histoire de la pensée islamique, considéré toute révolution, quelle que soit sa nature, comme une désinstauration de l'ordre du monde. Et donc, avec une connotation négative. La première fois qu'on a commencé à entrevoir les révolutions sous un aspect positif, c'est à la fin du XIXe siècle, avec Khayr-ed-Din Besha, le mouvement réformiste, etc. Mais des auteurs comme Ahmed Fares el-Shediaq, par exemple, analysant la Révolution française, l'appelaient une fitna. Et il qualifiait les tribunaux révolutionnaires de la France de mahakam fitniya, c'est-à-dire ce qui montre que la révolution a toujours été considérée comme une perturbation de l'ordre voulu par la nature, voulu par Dieu, etc. Donc dans la pensée islamique. Dans la pensée islamique. Et donc il était important de mettre l'accent sur le fait que pour la première fois, une révolution de type populaire, une révolution spontanée, est considérée positivement comme un facteur de progrès. Et ça, c'est très nouveau dans l'histoire des peuples islamiques. Les premières fois que des révolutions ont été considérées comme facteurs de progrès, d'émancipation, etc., c'est par exemple la révolution soudanaise d'octobre 1964, qui a fait tomber un régime répressif et militaire pour réinstaurer la démocratie sur le fondement de laquelle le Soudan a été construit, et la révolution tunisienne. Ce sont les premières révolutions populaires, parce qu'il y a des révolutions qui ont été portées par les armées, comme la révolution égyptienne.
sur laquelle Jamal Abdel Nasser a écrit un livre qui s'appelle Falsafat al-Thawra, philosophie de la révolution. Donc c'est la première fois qu'une révolution populaire, spontanée et issue d'une protestation généralisée contre un pouvoir, arrive à faire tomber le pouvoir et est considérée comme un facteur d'émancipation et de progrès. Ça, c'est la première raison fondamentale. C'est le caractère inédit de la révolution comme signifiant une avancée vers le progrès. La deuxième raison, elle est également fondamentale, c'est que une fois que la révolution, une fois que l'événement de la révolution s'est achevé avec le départ de Ben Ali le 14 janvier, s'est ouvert un processus révolutionnaire dont la principale caractéristique est d'avoir été axé sur cette confrontation entre religion et politique, ou religion et État. Depuis la Révolution, nous n'avons cessé de débattre, de vivre, d'expérimenter cette confrontation entre islam d'un côté et représentation islamique du politique, et d'un autre côté, la conception sécularisée de la politique et la séparation entre l'État et la religion. Et ça a duré depuis la Révolution, n'est-ce pas, depuis les premières semaines de la Révolution, jusqu'à nos jours, ça dure toujours. Donc l'objectif, je ne dis pas l'objectif, plutôt le caractère essentiel du processus post-révolutionnaire, c'est ce débat, cette confrontation entre deux idées de droit, entre deux conceptions de la politique qui mettent en cause la religion, l'État, la Constitution, etc. Le débat constitutionnel a essentiellement porté sur ça. Pendant 3 années, nous avons débattu du rapport entre religion et État. Par conséquent, pour toutes ces raisons, il était important de focaliser sur cette dialectique entre État et religion, dans la mesure où elle a été dominante depuis la Révolution. Alors, vous dites donc après le phénomène post-révolutionnaire, en fait vous voulez dire après les événements de décembre, janvier. Après les 29 jours. Voilà. Il y a une révolution, c'est 29 jours, du 17 décembre au 14 janvier, puis après on rentre dans un processus révolutionnaire. Mais vous allez plus loin, puisque vous dites que la révolution tunisienne, en fait, c'est une rupture, oui, une rupture au sens historique du terme, mais en même temps, c'est la continuité d'un processus de modernisation des sociétés, de la société tunisienne, mais des sociétés islamiques, et qui date depuis le 19e siècle. Oui, tout à fait. Vous dites qu'en gros, le début de ce processus de modernisation, c'est l'acte d'abolition de l'esclavage par Mohamed Bey, qui est un processus donc de rupture, et le phénomène modernisateur, vous dites en Tunisie, et vous citez la Constitution de 1861, vous citez le pacte fondamental, Khirdine, Bacha, etc., que les modernisateurs, ou le phénomène modernisateur, a toujours eu l'initiative. Oui, tout à fait. Par rapport à ce qu'on pourrait appeler le conservatisme religieux, et la tradition, vous dites vous théocentrique. Mais bon, oui, théocentrique, absolument. C'est pour éviter théocratique. Alors, et vous dites que, donc, entre ce mouvement modernisateur et ce mouvement théocentrique, donc centré autour de la religion, la Révolution a libéré dans les deux camps toutes les énergies dont elles étaient porteuses. Et qu'ensuite, le mouvement s'est inversé, c'est-à-dire que, alors que les modernisateurs avaient l'initiative pendant un siècle et demi, après la Révolution, c'est le mouvement théocentrique, donc l'islamisme, qui a repris l'initiative. Expliquez-nous un petit peu. Tout à fait. Quand on analyse sur le long terme les événements depuis le 19e siècle, qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons qu'à partir, approximativement, les historiens pourront préciser ce point, mais à partir de ce fameux décret de 1846, de janvier 1846, par lequel Ahmed Bey libérait les esclaves noirs en Tunisie,
Et jusqu'à la Révolution, le mouvement modernisateur a été la source et l'inspirateur de l'action politique et des réformes. Quelle que soit leur nature et quels que soient leurs acteurs, que ce soit pendant le mouvement réformiste au XIXe siècle, pendant le protectorat français et toutes les initiatives de modernisation qu'il a prises, qui sont très très nombreuses dans le domaine de l'administration, dans le domaine du fonctionnement de l'État, dans le domaine des mœurs. L'action du mouvement jeune tunisien, par exemple, le mouvement de libération nationale et la constitution du Néo-Destour, l'action du Néo-Destour pour lutter contre la colonisation, l'instauration de l'État indépendant avec Bourguiba, le système de Bourguiba et les grandes réformes qui ont été initiées par Bourguiba, et ainsi de suite jusqu'à la Révolution. Eh bien, qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons que pendant toutes ces périodes de longue histoire, presque 2 siècles maintenant, c'est toujours la modernisation qui a eu de son côté l'initiative politique. La plupart du temps parce qu'elle avait le pouvoir, mais pas toujours. Même quand elle n'avait pas le pouvoir, elle initiait les idées nouvelles, les idées novatrices. La tendance, disons, anti-modernisatrice, c'est-à-dire les tendances identitaires, les tendances théocentriques, les tendances nationalistes et surtout nationalistes arabes, ont toujours été dans l'autre camp, c'est-à-dire en tant qu'acteurs réagissant contre les initiatives, en tant qu'acteurs de conservation, en tant qu'acteurs de critique, refusant d'une manière plus ou moins directe, plus ou moins intense, les initiatives réformatrices et modernisatrices qui étaient prises par l'autre camp. Mais ils étaient toujours visibles, ils étaient toujours là, réagissant contre les réformes ou les initiatives, mais toujours présents, toujours visibles, mais toujours comme force de réaction et non pas comme force d'action politique. Et on l'observe aussi bien au cours du mouvement réformiste, car les anti-modernistes, les conservateurs de la Zaytouna, par exemple, étaient très nombreux, et parfois ils ont fait échouer des réformes d'ailleurs. Sous le protectorat, nous avons des associations, des partis politiques, des acteurs qui se situaient de l'autre. Par exemple, pour donner un exemple, je prends l'exemple de cette association des jeunes musulmans, Al-Shouben al-Muslimoun. En quelle année ? Vers les années 1930. Et après, elle a été. D'abord, elle a fonctionné dans la clandestinité, et puis avec l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale, elle a été reconnue. Elle a continué à fonctionner. Il y a des médias, des journaux qui avaient adopté cette tendance. On peut considérer que le mouvement yousséfiste à l'intérieur même du mouvement national tunisien est une tendance qui représente un petit peu cette réaction contre la modernisation, parce que c'est une tendance qui est à la fois nationaliste arabe, mais également qui en appelait beaucoup à la religion. Et puis après, le mouvement islamiste, le mouvement de la tendance islamique, et puis Ennahda, etc. Et tous les partis qui se sont constitués par la suite, avant d'être libérés par la Révolution. Donc toujours, il y a eu ces deux forces, l'une dans l'action et l'autre dans la réaction. Alors, après la Révolution, voilà. Ça s'est inversé. Voilà, exactement. Pour quelle raison est-ce que ça s'est inversé ? Voilà, ça c'est l'électeur qui l'a décidé. Elle s'est inversée pas pendant la Révolution, ni juste après, mais avec les élections du 23 octobre 2011. Oui, et ça c'est encore c'est pas une contradiction, mais j'appelle ça plutôt un contraste de la Révolution, qui, dans son jaillissement, a été un mouvement qui s'inscrit dans la modernisation de la société, avec tous les slogans que nous avons vus, y compris le slogan de la laïcité, je le rappelle, slogan que nous avons vu et entendu pendant les manifestations, la libération de la femme, l'état de droit, la constitution, la liberté, la dignité, etc. Et puis alors, là où les choses ont complètement changé, radicalement changé, c'est avec les élections du 23 octobre 2011,
qui ne vont pas du tout dans la lignée de la révolution et qui nous ont donné un parti islamiste majoritaire. Et un parti islamiste majoritaire avec le mode de scrutin que nous avons adopté qui a, disons, tempéré, parce que si on avait par exemple adopté le mode de scrutin majoritaire, ils auraient eu quasiment toute l'Assemblée, beaucoup plus que la majorité absolue. Alors que là, c'était une majorité, c'est évident, mais une majorité qui a été, disons, compensée par le jeu du scrutin électoral, qui a évité justement une prédominance intégrale de l'Assemblée nationale constituante par les islamistes. Et là, effectivement, les choses ont changé, puisque, ayant le pouvoir, ils ont eu de leur côté l'initiative politique, l'initiative a changé de camp, et nous avons cette nouveauté extraordinaire dans l'histoire de la Tunisie, c'est que, pour la première fois dans cette histoire, le phénomène, ou plutôt le mouvement moderniste, perd l'initiative. Ce n'est plus lui qui initie l'action politique, comme vous le dites. Il s'est retrouvé, au contraire, dans la réaction, et en tout cas dans une attitude défensive. Le parti islamiste, disons la Troïka, pendant le gouvernement, pendant l'ère de la Troïka, prenant des initiatives, telles que par exemple cette idée de vouloir mettre dans la Constitution que la charia serait la source, l'une des sources de la législation, des initiatives telles que la pénalisation de l'atteinte au sacré dans la Constitution et dans le Code pénal, cette affaire sur laquelle d'ailleurs les démocrates ont sauté, parce que c'était une occasion qui leur aurait été donnée, l'affaire de la complémentarité homme-femme, l'islam comme religion d'État, etc. Donc, et puis alors, dans la société, les initiatives qui ont été prises, qui parfois aboutissaient à une certaine forme d'agression contre, non seulement contre la modernisation, mais contre la société. Je prends les événements de la Manouba, l'université de la Manouba, l'affaire du drapeau tunisien, l'attaque contre les intellectuels. Le drapeau tunisien et à l'université de la Manouba, c'était des salafistes qui voulaient remplacer le drapeau tunisien, le drapeau national, par le drapeau salafiste. Voilà. Et les attaques contre les intellectuels, les attaques contre les artistes, l'affaire de la Abdelliya. Alors l'affaire de la Abdelliya, je rappelle aussi que c'est une exposition d'artistes, tout qui a été attaqué, saccagé par les salafistes. Et j'en passe. Il y en a eu beaucoup plus. L'affaire Persepolis, l'affaire de Africa Art, les attaques contre les intellectuels, contre les artistes. Et voilà, donc, les initiatives, et non seulement elles existaient, mais elles étaient devenues des sortes d'agressions violentes contre la société. Et là, nous avons vu le camp moderniste résister. Il n'avait plus l'initiative, il fallait qu'il résiste. Et il a résisté d'une manière qui a été, disons, qui lui a apporté un certain succès, puisque les initiatives qui ont été prises par le parti au pouvoir n'ont pas abouti. Alors, la résistance a été forte. Alors justement, tout ce que vous racontiez juste avant, les agressions contre les intellectuels, les atteintes aux libertés, aux artistes, etc., ce sont les mêmes phénomènes qu'on a connus en Algérie avec le fils, etc. C'est allé plus loin en Algérie. En Algérie, c'est allé beaucoup plus loin. Dans l'agression, puisque, vous savez, nous avons connu l'agression, et l'agression, elle a différents paliers. L'agression, c'est une échelle. Là, en Algérie, on a atteint le sommet de l'agression, c'est-à-dire la guerre civile. Voilà. Alors, ici, en Tunisie, vous dites les modernistes ont résisté. Et ce qui s'est passé, alors, vous dites c'est les islamistes, le pouvoir qui avait l'initiative, qui essaient d'imposer à la société, mais il s'avère que, paradoxe encore, ou contraste comme vous dites, c'est la constitution tunisienne donc, de 2014, qui est une des constitutions les plus libérales, les plus modernes, on dirait, du monde arabe et du monde islamique. Oui. Elle a été produite par une assemblée islamiste. Mais oui. Alors, expliquez-nous ce renversement. Voilà. Alors, c'est-à-dire que l'initiative... Oui, non, ils ne l'ont pas perdu, l'initiative. Ils ont été obligés de se rétracter. L'initiative, ils l'avaient.
Ils avaient le pouvoir, donc ils avaient l'initiative. Ils avaient l'Assemblée nationale constituante. Ils avaient avec eux des partis de la coalition gouvernementale. Oui, des partis non islamistes. Voilà. Le parti de Mansour Marzouki. Voilà, le CPR et le Takatol. Donc, ils avaient le levier du pouvoir entre les mains. Et ils l'ont utilisé. Ils l'ont utilisé pour des tas d'opérations, notamment des recrutements quasiment démentiels à la fonction publique. Mais ils les ont utilisés également pour prendre des initiatives dans le domaine de la Constitution, dans le domaine constitutionnel. Nous les avons cités tout à l'heure. Pourquoi non seulement ils n'ont pas réussi, mais nous avons eu, comme vous le dites, une constitution de type démocratique, en tout cas au niveau de ses principes et au niveau de ses garanties pour les libertés, au niveau de l'état de droit, au niveau du caractère civil de l'État, etc., etc. Et bien ça, c'est la force de la résistance des partis de l'opposition, des acteurs de l'opposition, des leaders politiques de l'opposition et également de la société civile. La réaction a été tellement forte que le processus constitutionnel a échappé en partie à l'Assemblée constituante. Elle l'a conservé formellement, puisque c'est l'Assemblée constituante qui a voté la Constitution en fin de parcours, mais en réalité, les fautes qu'ils ont commises en voulant aller trop loin, en dépassant les limites qui pouvaient être supportées par la société dans la catégorie de l'islamisation, ça s'est retourné contre eux parce que la force de la résistance, qui était une résistance populaire, ce n'était pas une résistance d'élite, mais c'était une résistance populaire, nous l'avons vu aux élections de 2014, eh bien elle a été tellement forte qu'ils ont été, sur tous les fronts qu'ils ont engagés pour islamiser la Constitution ou pour islamiser l'État, de se rétracter. Et d'ailleurs, certains d'entre eux ont reconnu, honnêtement, que la grande erreur que le parti a commise, c'est d'avoir oublié les ententes communes qu'ils avaient négociées et conclues avec la gauche entre 2003 et 2006, entre 2003 et la grève de la faim et les plateformes qui ont été signées. La plateforme du 18 et voilà, 2005. Et donc 2005, absolument, mais 2003 déjà, la question de l'état civil était déjà posée en 2003. La séparation de l'État et de la religion était déjà posée en 2003 et ils ont été finalisés, écrits et signés en 2006, puisque la première fois que les plateformes ont été élaborées, c'est à l'occasion du premier anniversaire de la grève de la faim, c'est-à-dire en octobre 2006. Et tout ça, eh bien, ils l'ont un petit peu oublié. Je crois que ça a été de leur part une erreur politique. Et je répète que certains d'entre eux qui sont des politiques expérimentés et connaisseurs de la politique l'ont reconnu par la suite en disant que notre erreur a été d'oublier l'esprit d'octobre 2006 et les plateformes de 2006 et qu'ils ont laissé libre cours à certains de leurs dirigeants radicaux. Ils leur ont laissé libre cours pour inquiéter réellement la société et provoquer des frayeurs qui se sont retournés contre eux. C'est ce qui explique que les initiatives qu'ils ont prises ont échoué et qu'en définitive, au niveau des principes et des garanties fondamentales, nous avons une constitution qui est certainement l'une des plus évoluées du monde arabe. Alors, certains disent que, au-delà des déterminations endogènes que vous venez d'expliquer là, c'est en réalité aussi le poids déterminant de l'Égypte, de ce qui s'est passé en 2013 en Égypte avec la destitution de Morsi, et que c'est à partir de ce moment-là que Ennahda a reculé, sentant venir quelque chose de dangereux pour leur propre survie. Oui, ils ont reculé avant, mais les événements égyptiens ont précipité le mouvement. Ça leur a donné une grande frayeur parce que, comme l'a reconnu leur chef, le toit risquait de leur tomber sur la tête. Et donc ils ont compris là qu'il fallait vraiment faire quelque chose et c'est pour ça qu'ils ont accepté d'abord procéder
au vote le plus rapidement possible de la Constitution, entre parenthèses, au détriment de l'aspect institutionnel de la Constitution, on pourrait y revenir plus tard pour que j'explique ce point, en acceptant la démission du gouvernement, qui était présidé par un membre de la NADA, un leader de la NADA, et ensuite participer au dialogue national et accepter le dialogue national qu'il n'avait pas accepté dans un premier temps. Alors, autre question, cette fois-ci, souvent, on entend souvent le vocable, y compris dans le livre de Béjira et Tsepsi avec Karl Chabot, on parle souvent de l'exception tunisienne, de la spécificité tunisienne. Est-ce qu'il n'y aurait pas là, d'après vous, cette manière d'utiliser de manière peut-être excessive le mot exception tunisienne qui donnerait à des processus historiques, à des mouvements sociaux qui sont un peu des universaux, puisque les révolutions, la Tunisie n'est pas le seul pays à l'avoir connu, ça existait avant, ça existera après dans d'autres parties du monde. Qu'est-ce qui ferait alors pour vous l'exception tunisienne, si toutefois elle existe ? Oui, on parle souvent de l'exception tunisienne dans la mesure où nous avons, vaille que vaille, réussi la transition démocratique dans une relative paix sociale, disons. Il n'y a pas eu de catastrophe majeure qui aurait pu remettre en cause l'existence de la nation, ce qui a été le cas dans d'autres pays du monde arabe comme la Syrie, le Yémen, la Libye, qui sont partis en déliquescence, quoi. On imagine encore mal ce que sera l'avenir de ces pays. La Tunisie a pu l'éviter. Disons, si on veut parler d'exception, ça serait la seule exception, à mon avis. C'est d'avoir échappé à la guerre civile et dans le même sillage à avoir gagné une vie démocratique. Ça, c'est une autre exception qu'il faut mettre au compte, au crédit de la Tunisie, absolument. Au crédit des acteurs politiques, des partis politiques et d'une manière générale de la société tunisienne. Maintenant, pour le reste, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'exception. Il faut quand même relativiser les choses et peut-être être un petit peu modeste, un petit peu plus modeste, dans la mesure où la Tunisie n'est pas, après la Révolution, le paradis sur terre. Nous avons des problèmes énormes qui, heureusement, ne débouchent pas sur des ruptures irréparables, mais qui sont quand même très sérieux, extrêmement sérieux. Et sur ce plan-là, nous ne représentons pas du tout une exception. Alors, comme tous les pays qui ont connu des révolutions, nous avons une société fatiguée, une société appauvrie, une société découragée, désenchantée, etc., etc. Et là, sur ce plan-là, je crois qu'on ne représente pas une exception. Alors, justement, je voudrais vous citer ici une chronique de Kamel Daoud, dont on parle beaucoup ces temps-ci, une chronique diffusée le 8 février 2017, donc il y a quelques jours. Le titre, c'est « La Tunisie et la possibilité d'une île ». Et il écrit ceci: « Les Tunisiens sont sévères avec leur révolution. Elle va mal, fait mal et mal faite. Le pays est en difficulté, n'a pas beaucoup d'argent et les petits Ben Ali repoussent doucement à l'ombre des indécisions. Aux yeux de l'Algérien passant, cela fait un peu sourire, car le désenchantement chez nous en Algérie, dure depuis 53 ans presque. Là où en Tunisie la désillusion est si jeune, 3 ans, qu'elle en ressemble à un caprice. » Alors, ça ne m'étonne pas de Kamel Daoud qui a vis-à-vis de la Tunisie une empathie particulière. Bon, moi j'aurais la même empathie pour l'Algérie, disons, je vais lui renvoyer la politesse. L'Algérie a connu... L'histoire de l'Algérie n'est pas celle de la Tunisie, n'est-ce pas ? La colonisation de l'Algérie s'est faite dans des conditions beaucoup plus dures, beaucoup plus humiliantes que pour la Tunisie. Le mouvement de libération nationale n'a pas été de même nature. Le mouvement tunisien a plutôt été un mouvement de type diplomatique. Il a recouru à la violence, mais d'une manière vraiment exceptionnelle, tandis que l'Algérie a connu un traumatisme
extraordinaire au cours du mouvement de libération nationale. Et puis après, les confrontations entre les différentes catégories sociales, les différentes catégories politiques, l'État, etc., a été beaucoup plus dur, dans la mesure où il a abouti à une guerre civile, qui a été encore un traumatisme pour l'Algérie. Alors je ne sais pas si on peut parler de désillusion, de désenchantement. Je crois que l'histoire de l'Algérie a été une histoire beaucoup plus tragique que celle de la Tunisie. Ce qui explique que les Tunisiens continuent, bon an, mal an, à gérer leur relative tranquillité, parce que aussi bien la colonisation que la décolonisation, que l'indépendance se sont passées, disons, dans des conditions plus sereines, moins traumatiques, moins tragiques. Voilà, ça c'est l'Algérie et c'est la Tunisie. Maintenant, je comprends très bien ce que Kamel Daoud dit en regardant la Tunisie, mais moi j'aimerais comprendre ce qui se passe en Algérie, et j'aurais la même empathie pour l'Algérie que celle qu'il a pour la Tunisie. Alors, pour continuer dans ce sens, puisque donc cette chronique de Kamel Daoud s'intitule « La Tunisie fait-elle rêver les Algériens ?» Alors lui, il dit plus loin, hein, donc je répète. Que leur dire, qu'ils ne savent pas ce que vaut, que leur dire aux Algériens, qu'ils ne savent pas ce que vaut au change du symbole leur révolution encore vive dans le désastre de la dite arabité. C'est le seul pays qui prouve encore qu'il y a de l'espoir. On ne leur répétera jamais assez car les Tunisiens ont peu conscience de leur reflet dans nos déserts. Il faut encore et encore leur répéter aux Tunisiens qu'ils doivent réussir car cela implique pour nous la possibilité d'une île. Donc qu'est-ce que... Vous, maintenant, la Tunisie, vous êtes plutôt, vous faites partie de ces penseurs, de ces observateurs et de ces acteurs et observateurs de la vie politique tunisienne, plutôt optimistes. Vous avez une vision plutôt optimiste mais lucide quand même. Voilà. Plutôt optimiste mais lucide. Ah non, optimiste, oui, parce que j'ai des raisons de l'être. Et Kamel Daoud l'a dit avec beaucoup plus d'éloquence que moi. Mais je reste lucide, Je pense que jamais un pays n'est à l'abri de soubresauts et d'imprévisibles. L'imprévisible nous guette à tous les coins, donc moi je préfère être lucide et modeste dans mes ambitions plutôt que de croire à l'aspect radieux de la révolution et du processus révolutionnaire et me retrouver par la suite dans une situation critique. Mais est-ce que dans votre livre, il y a quand même une vision, je disais, d'espoir, une vision tout à fait, optimiste. tout à fait, oui. Alors, parce qu'on a connu pire, hein. En 2011, on a connu pire. Cet appel, Kamel Daoud, donc là on parle, mais c'est simplement pour dire, les Algériens, on voit bien les rapports historiques entre les populations, la question n'est pas là. Mais à la fois pour eux-mêmes, mais pour l'ensemble de la région, notamment pour les voisins algériens, la réussite de la révolution tunisienne s'impose, je dirais, d'elle-même. Parce que ça n'est plus la petite Tunisie seule, et comme je le disais tout à l'heure, qui de manière endogène fait fonctionner la modernité, le débat modernité, théocentrisme, comme vous disiez, etc. Est-ce que vous pensez que que cette mission, entre guillemets, qui serait donnée à la révolution tunisienne, puisque c'est la seule qui pour l'instant fonctionne un petit peu, est-ce que ça n'est pas de nature à lui donner une autre, à la booster davantage? À la booster sur le plan extérieur, vous voulez dire? Oui. Non, y compris sur le plan intérieur. Sur le plan intérieur. Bon, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, il y a en Tunisie un certain découragement qui règne. Hein. C'est plutôt le désenchantement qui règne plutôt que l'espoir qu'on va aller vers le meilleur ou vers un meilleur.
Pour l'instant, vous voyez à travers les journaux, les commentaires, et puis le contact et l'échange dans l'opinion publique, il existe un certain découragement dans l'opinion. Et ceci est dû au fait que les gens ne voient pas la roue reprendre son mécanisme, au moins sur des plans qui ne sont pas politiques, mais plutôt économiques et sociaux. Et là, il y a de justes raisons d'avoir ce désenchantement, de vivre ce désenchantement, parce que sur ce plan-là, non seulement la Tunisie n'a pas progressé, mais là, elle a régressé. Sur le plan de plusieurs choses, peut-être sur le plan culturel, sur le plan économique, certainement, sur le plan social, sur le plan de la justice sociale. Les gens n'oublient quand même pas que la Révolution a eu 2 slogans majeurs. La liberté, disons que sur ce plan-là, nous avons gagné le pari. Et la dignité et la justice, et je crois que sur ce plan-là, les gens restent encore sur leur soif, la majorité d'entre eux. Et donc, là encore, il faut être prudent. Moi, personnellement, et je l'ai dit, et surtout dans la conclusion du livre, je reste optimiste parce que je sais que nous en avons vu des pires, n'est-ce pas ? Notamment au cours de l'année 2011, dans laquelle on était dans un vide. Avec la chute du régime, la suspension de la Constitution, on était dans le vide. On a été obligé de bricoler des solutions, notamment des solutions institutionnelles, y compris celles de la haute instance, pour pouvoir nous en sortir. Bon, nous avons réussi. Maintenant, avec le recul, on peut dire que nous avons réussi ce pari, mais sur les autres plans, nous sommes encore dans une situation d'attente. Il faut attendre, voir comment vont évoluer les choses. L'optimisme est permis parce que, par exemple, un problème comme celui de l'endettement, où tout le monde dit que la Tunisie n'a jamais atteint un tel taux d'endettement, etc. Ce n'est pas vrai. Nous avons connu une situation pareille vers les années 83-84, ce qui a provoqué les politiques et puis les ajustements structurels. Et donc, encore une fois, je crois que l'espoir est permis, mais il ne faut pas trop excessivement y croire. Il faut rester lucide et continuer à travailler. Alors, pour terminer, donc, dans ce sens, est-ce que vous dites, puisque les grands débats encore aujourd'hui, c'est de dire, finalement, ce n'est pas une révolution, ce qui s'est passé en Tunisie, ça a été une rébellion, ça a été... un coup d'État. Il y en a qui ont un coup d'État de l'étranger. Voilà. Il y a des... Mais pour vous, dans votre livre, vous expliquez bien à quelles conditions on peut parler de révolution. Voilà. Et à ce moment-là, quelles sont les conditions pour que cette révolution continue, que le processus révolutionnaire ne soit pas freiné sec? Voilà. Il faut d'abord distinguer entre la révolution elle-même et le processus révolutionnaire. Une révolution, la nôtre en tout cas. La Révolution française, si vous la considérez, si vous l'analysez, vous allez voir qu'elle se déroule sur un temps très très long. Très long. La Révolution tunisienne, ce n'est pas ça, c'est quelques jours, n'est-ce pas, pour reprendre les mots de Jean-Marc Salmon, c'est les 29 jours de la Révolution. À partir de ces 29 jours, nous entrons dans autre chose qui est le processus de mise en œuvre de la Révolution, qui est le processus révolutionnaire. Mais le processus révolutionnaire peut échouer. Alors, pourquoi c'est une révolution? Pourquoi l'échec du processus révolutionnaire ne doit pas nous conduire à ne plus croire en la révolution? Pour une raison très simple, qui est incontournable, c'est que la révolution continuera à diriger l'histoire de notre pays pendant les dizaines d'années qui viennent et peut-être pendant les siècles qui viennent. C'est un événement majeur dans lequel il y a un avant et un après. Et donc, quels que soient les gouvernements qui viendront, la pression de cet événement se fera sentir sur eux et ils seront obligés d'y revenir. Ça sera, si vous voulez, le temps historique
vers lequel nous serons toujours obligés de nous retourner pour alimenter notre avenir, pour inspirer notre avenir. C'est en cela qu'elle est une révolution. Et donc il ne faut pas juger les révolutions par l'effet de leur échec ou de leur succès dans l'immédiat, parce que si on devait le faire ainsi, la Révolution française, par exemple, n'existerait pas. Pas plus que la Révolution russe, pas plus que la Révolution chinoise. Parce que leurs échecs sont multiples et extrêmement nombreux. La plupart du temps, les pays sont appauvris, sortent fatigués de ces révolutions et échouent dans le processus révolutionnaire. Cela ne doit pas nous amener à dire qu'il n'y a pas eu de révolution. C'est un contresens historique, c'est une erreur historique fondamentale, parce que l'histoire qui va venir va prouver que, quels que soient les gouvernements, quels que soient les acteurs qui viendront, cette période, en tout cas son message, le message de la révolution, restera le point focal vers lequel les yeux de l'avenir se retourneront. Les yeux de l'avenir se retourneront vers ce passé particulier pour inspirer leur action. C'est en cela que les révolutions ont une importance, dans la mesure où elles vont diriger l'avenir et inspirer l'avenir. Alors juste une dernière pour finir, on sort peut-être un petit peu de la révolution, mais tout de même. Parmi ceux dont la révolution est porteuse, on a cité tout à l'heure donc, les mots de Kamel Daoud, la manière dont les Algériens regardent la révolution tunisienne, et les Algériens en général, et on l'a vu dans la solidarité touristique pour venir aider. Oui, donc formidable. il y a quelque chose de profond. Bien sûr, l'empathie, c'est... Voilà, cette empathie, cette solidarité, et peut-être cette sorte... Il y a une histoire commune, ancienne. Absolument. Longue. Et est-ce qu'aujourd'hui, devant le manque de perspectives chez les jeunes, c'est-à-dire de perspectives à la fois sur l'offre idéologique, l'offre politique, etc., est-ce que ce qu'on appelle le Maghreb, ne citer que le Maghreb central, mais enfin, donc du Maroc à la Libye, est-ce que la construction, l'élaboration d'un espace maghrébin, que ce soit sur le plan économique, culturel ou politique, même si c'est très difficile aujourd'hui, mais est-ce que ça ne serait pas aussi, pour la révolution tunisienne notamment, un réceptacle? Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord et personnellement, moi je suis maghrébin dans ma constitution interne, dans ma famille. J'appartiens au Maghreb, je n'appartiens pas uniquement à la Tunisie et ma famille est maghrébine. Et d'ailleurs, mon père avait pour le Maghreb une sorte d'amour absolument mystique, quasiment. Il rappelait toujours nos origines andalouses, notre stationnement au Maroc pendant très longtemps, et puis notre arrivée en Tunisie, etc. Donc, et je suis très malheureux de constater que, alors qu'il y a, quand j'étais jeune, que j'avais même pas 30 ans, il n'était pas difficile pour moi de prendre ma voiture et de décider d'aller à Rabat, où résident mes beaux-parents, en voiture, en traversant l'Algérie. Je suis très malheureux de voir que cela n'est plus possible aujourd'hui. Donc il y a une régression de l'idée maghrébine. On n'en parle pas assez. Il n'y a pas, au niveau du débat public, le Maghreb n'est pas assez présent. Bon, mais là encore, je crois qu'il ne faut pas perdre espoir. Il faut que les États maghrébins trouvent leur équilibre. Il faut surtout que le Maroc et l'Algérie, par un moyen ou par un autre, règlent un certain nombre de problèmes qui sont des abcès très très nuisibles pour le destin du Maghreb. Écoutez, la politique est faite pour ça, hein, c'est devant justement les obstacles, devant les échecs, avoir des raisons d'espérer, mais agir pour. Il n'y a pas, par exemple, assez en Algérie, au Maroc et en Tunisie, de partis proprement maghrébins, de partis politiques proprement maghrébins qui défendent cette seule cause. Ça n'existe pas.
Et voilà ce qu'il faudrait animer, voilà ce qu'il faudrait inspirer un petit peu. C'est, par exemple, prendre des initiatives au niveau du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye, même de la Mauritanie, pour créer cet esprit revendicatif pour instituer et commencer par les petits pas, n'est-ce pas, faire un petit peu comme les Européens. Penseurs, voilà. Comme vous. Et surtout, mais avec... oui, mais une pensée toute seule ne suffit pas. Il faut des forces de pression sociale qui revendiquent l'idée et qui l'imposent à leur gouvernement. Il faudrait par exemple créer des partis maghrébins. Le Maghreb était plus uni lorsque les Français dominaient le Maghreb parce que tous les mouvements de libération étaient en contact, échangés, etc. Bon, je ne vous rappelle pas la guerre quasiment commune entre l'Algérie et la Tunisie pendant la lutte de libération nationale en Algérie. Et je ne vous rappelle pas non plus l'élan maghrébin qui a eu lieu lorsque Farhat Hached a été assassiné en Tunisie, lorsque Monsef Bey a été destitué, lorsque Mohamed V a été d'abord exilé, puis est revenu. Ça a été une joie pour le Maghreb tout entier. Vous voyez, moi, en tout cas, dans ma jeunesse, j'ai vécu cela. Le retour de Mohamed V, je l'ai vécu comme un événement proprement interne, un événement quasiment familial, quoi. Et donc voilà l'esprit qu'il faut réanimer, mais pour ça, il faut des initiatives. Très bien, M. Ayad Ben Achour, merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de l'entretien. Je rappelle votre livre aux éditions Cérès à Tunis, Tunisie, une révolution en pays d'islam. Merci et à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, l'entretien.